Est-ce qu'on peut traverser les catastrophes comme le coronavirus sans renoncer à la joie et à un futur souhaitable? Oui, justement, on va voir aujourd'hui pourquoi on n'est pas tous affectés pareil par les mêmes catastrophes et les facteurs qui font que c'est plus facile de rebondir après. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos sur le coronavirus et comment trouver du sens dans un monde qui s'effondre. Alors abonne-toi et active la cloche parce que vous êtes que un quart à être abonné. Une catastrophe comme le coronavirus, c'est toujours brutal. Par contre, c'est super intéressant de voir à quel point le choc, ça ne nous affecte pas tous psychologiquement de la même manière. Pour ça, je m'appuie sur le deuxième livre de Pablo Servigne, Une autre fin du monde est possible. D'un côté, tu peux être très affecté par une catastrophe jusqu'à avoir des traumatismes. Ça peut être le cas d'un réfugié soudanais qui a dû fuir sa famille ou son pays et qui est dans un centre de réfugiés, par exemple en camp, à Calais, ou il n'y a plus Calais maintenant, mais à Paris ou ailleurs. Ça peut être aussi le cas d'un médecin en ce moment qui doit choisir à quel patient est-ce qu'il va donner son dernier respirateur pour le sauver du coronavirus. Et de l'autre côté, tu as des études qui montrent qu'il y a 70% des rescapés d'un désastre, souvent naturel, qui ne subissent pas de traumatisme à long terme. Et entre les deux, t'as tout un spectre. Déjà, c'est important de comprendre que les blessures psychologiques, elles durent beaucoup plus longtemps que les blessures physiques. Oui, c'est clair, on le voit en ce moment, une catastrophe, ça tue et ça blesse. Mais aussi, ça déprime, ça rend anxieuse, ça décourage, ça fait peur. Tu peux devenir irritable, faire des insomnies, avoir des troubles alimentaires ou des difficultés à prendre des décisions. Et pourtant, il se passe aussi des trucs incroyables après une catastrophe, où il y a une majorité des gens qui sont résilients. En moyenne, après un désastre naturel, il n'y a que 30% de rescapés qui sont traumatisés. Il ne s'agit pas du tout de nier la gravité d'une catastrophe, mais c'est plutôt une bonne nouvelle de savoir qu'il y a 70% des rescapés qui sont résilients. Ouais mais Pierre, est-ce qu'on sait ce qui nous rend résilients? Eh ben oui, j'ai noté 7 facteurs. 7, je dis 7, je fais 8. J'ai noté 7 facteurs de résilience dans le livre de Pablo Servigne. 1. L'éloignement par rapport au lieu de la catastrophe. Par exemple, pour le coronavirus, tu seras sûrement plus résilient si tu es ingénieur à Toulouse plutôt que si tu es infirmier en Italie. 2. L'âge. Les jeunes sont souvent plus affectés par les catastrophes, mais s'en remettent mieux. 3. L'argent. Si tu as assez de sous, c'est plus facile de refuser un job où tu es obligé d'aller au travail, par exemple en ce moment, si tu es caissier ou caissière, qui met en danger ta santé. 4. Le fait d'être préparé, ça aide vachement à être résilient. Par exemple, tu le vois avec les Japonais, les séismes pour eux, c'est hyper banal quoi. Tu le vois aussi avec tous les gens aujourd'hui qui vivent en autonomie, ils sont relativement moins affectés par le virus en ce moment. 5. La pratique religieuse ou la pleine conscience, c'est aussi des trucs qui sont très efficaces contre l'anxiété et qui aident à donner du sens aux épreuves. Il reste 2 facteurs majeurs de résilience et le premier, il m'apporte vraiment beaucoup d'espoir, paradoxalement. C'est le fait d'avoir déjà subi une catastrophe similaire. Si tu l'as déjà vécu, forcément ça t'aide à traverser mieux les fois suivantes. Pourquoi ça m'apporte de l'espoir? Parce que des catastrophes, il va y en avoir plein en fait. On est en train de vivre l'effondrement progressif de notre civilisation basé sur les énergies fossiles, je t'en parle régulièrement. L'effondrement justement, c'est un enchaînement de catastrophes. Donc là c'est les pics que tu vois, avec en arrière-plan, plein de catastrophes mais moins brutales, plus sur le long terme, une dégradation de notre environnement, par exemple la disparition de la biodiversité, la pollution, etc. Si tu découvres la notion d'effondrement, je te mets juste ici le résumé du premier bouquin de Pablo Servigne, qui est la référence en France en la matière, comment tout peut s'effondrer, que je t'ai résumé dans cette vidéo, qui vous plaît bien. Bref, à la fois c'est flippant de savoir qu'il va y avoir de plus en plus de catastrophes, et à la fois moi je trouve ça rassurant de savoir qu'on sera de plus en plus résilient face à celle-ci. Et il y a un dernier facteur de résilience sur lequel je veux qu'on s'arrête. C'est le fait d'être bien entouré, c'est les gens qui t'aident à affronter tes peurs, qui t'aident à te remonter le moral, c'est ceux qui te soignent, c'est la proximité et la bienveillance de tes proches. Parfois, ça peut aussi être des inconnus. Par exemple, un youtubeur. Non mais sérieusement, pourquoi est-ce que je te parle autant d'émotions, de ma dépression écolo ou de mon éco-anxiété? Pour que ça t'aide à rebondir, à être plus résilient. Et parce que si t'accueilles pas tes émotions avec bienveillance, tu peux pas avancer en fait. Attention, je dis pas que c'est facile, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'exprimer leurs émotions, et c'est normal dans notre société. Parce que parfois c'est mal vu de montrer ses émotions, on a peur de paraître faible, ou d'être exclu, parce que dans notre société, il faut toujours être super positif. Ou juste, on n'a pas envie de faire de la peine à nos proches. Bref, c'est pour ça que c'est crucial d'être dans l'empathie avec les autres, et avec toi-même. C'est comme quand le médecin t'annonce que t'as un cancer. Selon la manière dont il te l'annonce, ça peut tout changer.
Ça peut autant être très maladroit, insensible et faire des gros dégâts, te mettre en colère et mettre vraiment en danger ta capacité de guérison, tout comme ça peut être très humain, pédagogue et compréhensif des réactions et aider ainsi à la guérison. Dans le livre, Pablo Servigne, il raconte une anecdote où tu as un médecin qui a un patient homme malade et il dit à la femme de ce mec malade que son mari est foutu en fait. 15 jours après, elle revient et en fait elle a perdu 7 kilos. Et le médecin, il les revoit et il comprend ce qui s'est passé et il se dit « Ah mais vous vous mettez pas dans des états comme ça, quand je vous dis qu'il est foutu, il en a encore pour 25 ans quand même !» Là on parle de mieux accueillir les émotions au niveau individuel, mais ça se passe aussi au niveau collectif, où on pourrait décider de mettre en place des processus collectifs de réparation des injustices par exemple, ou de reconnaissance des fautes, pour que collectivement, en tant que société, on puisse pardonner, cicatriser et avancer, plutôt que de se trimballer des casseroles pendant des décennies quoi. On va arrêter de se mentir, il n'y a pas de solution au changement climatique. Oui, on va continuer à vivre des catastrophes malheureusement. Il n'y aura pas de retour à la normale. Et non, on n'est pas sûr de rester indemne, mais on n'a pas le choix. On va vivre avec, on va limiter la casse et on va construire quelque chose de différent. On va apprendre à vivre avec nos peurs, de violence, de fascisme ou d'inconnus. En fait, il y a une phrase magnifique dans le livre qui résume tout. On doit apprendre à mourir. Non pas en tant qu'individu, mais en tant que civilisation. Et c'est comme ça qu'on pourra se relever des catastrophes et construire autre chose. Se relever des catastrophes, justement, c'est le sujet de la prochaine vidéo, alors abonne-toi! Si t'as kiffé cette vidéo, je te conseille cette vidéo sur le coronavirus et comment rester zen en période de chaos. Ça peut être très utile en ce moment. Et je te conseille aussi cette deuxième vidéo sur comment vivre avec l'effondrement et comment se préparer à ce qui nous attend dans les prochaines années à venir. Ciao!